Tu es sur le point d'acheter ton premier terrain ou tu envisages le faire. Voici 5 pièges auxquels tu dois t'attendre et qu'il faut absolument éviter. Bienvenue sur cette chaîne, nous sommes les frères Martins et nous te parlons de finances en Afrique. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Dans cette vidéo, nous allons te dévoiler 5 pièges dans l'immobilier, surtout dans l'achat de terrain, auxquels tu dois t'attendre et surtout les éviter lorsque tu vas acheter ton premier terrain. Alors, dans cette vidéo, tu auras les pièges. Et ces pièges-là, franchement, les gens ne veulent pas que tu puisses le savoir, que tu puisses le goûter. Parce que si tu connais exactement ces 5 pièges-là, franchement, ça va être compliqué de te faire avoir lors d'une négociation ou bien lors de l'achat d'un bien. Voilà. Et il y a un certain nombre de critères. Ça va être très simple, mais c'est des choses que tu dois mettre en place une fois que tu veux acheter un terrain. Quand tu veux acquérir un terrain, il faut que ces conditions-là soient remplies. Et par là, maintenant, tu pourras aller vers l'achat de ton bien sans souci. Même quand, voilà, après des années, même tu pourras bien dormir parce que tu sais que ton investissement est en sécurité. Faire un investissement juste pour faire un investissement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir le sécuriser déjà l'investissement pour que l'investissement rapporte par après. Personne ne veut perdre son investissement, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que tu dois mettre un pouce bleu très rapidement, que tu dois t'abonner à cette chaîne parce que ce qui va arriver, bien sûr, tout de suite, va pouvoir t'aider à acheter tes nouveaux biens sans que tu n'aies à pouvoir voir derrière, voir ici, pour voir s'il y a quelque chose. Emmanuel, place maintenant à la solution que tu vas donner. Et sans plus tarder, on y va. Le premier piège qui arrive très souvent, c'est le double vente. Ça là, vente même. Oui, oui. Le double, c'est le minimum. Le double, c'est le minimum. C'est le minimum. Triple vente, quadruple vente. Oui, tu dois déjà entendre parler de ça de partout. Et ça fait tellement peur aux gens que les gens, juste à cause de ça, ils ne veulent même plus s'aventurer pour l'achat d'un bien. Mais je dois te dire quelque chose. Double vente, triple vente, tu peux l'éviter. Ça, c'est le premier piège. Ça arrive très souvent. On te vend un bien et ce même bien est encore vendu à une deuxième personne, à une troisième personne. Et souvent, la personne est à l'extérieur, une personne à l'extérieur, une personne est au pays. C'est bizarre, voilà. Bizarre comme ça. Comme ça, ils savent que vous n'allez pas vous voir très vite. C'est après quelques années que vous allez vous rencontrer. Mais lui, il est déjà parti avec l'argent. Le bien a été vendu à quelqu'un de la diaspora. Ensuite, à quelqu'un qui est ici. Et après, la personne même pas comme ça. Au cas où vous allez vous rencontrer, ça peut faire un an, un an et demi comme ça. Et ces problèmes-là sont compliqués parce qu'il faut que quelqu'un représente. Et quand le problème est à la justice, il faut que quelqu'un puisse représenter la personne qui est à la diaspora, quelqu'un puisse le représenter, qui puisse l'expliquer, tout ça. Et ce qui arrive très souvent dans le problème de double ou triple vente, c'est le point numéro 2, qui est l'absence de documents légaux. Tu vois maintenant que les points se suivent. Voilà. En fait, si tu as des documents légaux, tu n'auras pas le problème de double vente ou de triple vente. S'il y a de la formalisation par rapport au bien, la personne ne peut pas faire 2, 3, 4 ventes parce que la loi va carrément le stopper dès le début. Et même si, bien sûr, la loi est contre tout cela, des individus mal intentionnés continuent de le faire. Et donc, il faut bien vérifier les documents qu'on te présente lors de l'achat d'un bien. Et vous savez comment nous on le dit toujours, la règle numéro 1, c'est de mettre l'émotion de côté. Quand tu veux faire un achat immobilier, mets l'émotion de côté. Même si c'est chez ton papa, faut pas mettre l'émotion. Non. Membre de ta famille, on ne connaît pas d'enfer de terrain. Tu sors de l'argent pour pouvoir acheter un bien. Il faut que le bien là soit clean et que ton argent là soit un investissement et que le bien là prenne de la valeur. Mais tu ne sors pas de l'argent pour acheter un bien qui va avoir des problèmes. C'est une affaire d'immobilier, d'accord? Dans les justices, quand tu vas les jeudis. Dans mon pays, en tout cas, c'est les jeudis on faisait avant. C'est plus maintenant. Mais c'est quand tu vas que tu verras un papa et son enfant. Ils sont les deux en conflit. Être en conflit pour un bien. C'est là que tu vas voir que dans l'immobilier, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas maman. Si vous n'avez pas signé, si ce n'est pas point bigu là, il n'y a rien. Donc, troisième position maintenant, les conflits familiaux. Voilà. Et les conflits familiaux, comment est-ce que tu peux les éviter? C'est en faisant signer tous les protagonistes. Exactement. Tous les intéressés doivent signer. S'ils sont 48, ils n'ont qu'à tout signer. L'autre fois, j'ai vu un reçu de tel reçu. Ça m'a fait tellement rire. Mais oui, c'est par rapport aux gens qu'on accompagne. Ils savent les BA en gros. Et donc, tellement on les a accompagnés qu'aujourd'hui, limite quand ils se réveillent, même ils savent. Voilà. Et l'autre fois, la personne a acheté un bien tout. Et il y avait combien? 10 ou 11 signataires là-dessus. Comme ça. Tous ils ont signé. Oui. Il va se retrouver dans cette vidéo. Bon, il va pas mettre les commentaires, mais il sait que oui, c'est un très bon élève et il a tout compris. Et c'est justement comme ça. S'il y a des protagonistes, s'il y a des descendants, s'il y a des héritiers pour quelque chose, il faut que tout soit d'accord et qu'ils signent au même prix, au même endroit et qu'ils signent vraiment sur ce même
document qui va te servir de quoi? De droit. Et Voilà. surtout, tu vois le cas qu'on a eu même ce matin-là, Oui. où quelqu'un a acheté un bien, où il y a plusieurs mandataires, un seul mandataire a signé. Voilà, Non, dès qu'il y a plusieurs mandataires, deux mandataires par exemple, il faut que les deux mandataires-là puissent signer, parce que c'est eux qui sont les deux mandataires, les garants de ces biens-là de la collectivité. Il faut que ces deux mandataires puissent signer. C'est toi qui sors l'argent, il faut que toi tu exiges cela. Cela, oui. Et ils doivent se rassembler pour pouvoir le faire. Et en quatrième position, c'est le problème de lotissement qui est rejeté très souvent. Là, par contre, tu peux acheter un bien, c'est-à-dire en hectare ou espace, on t'a dit cet espace-là est pour toi et c'est peut-être en 6 lots, en 10 lots, en 6 lots, en 8 lots, collé, tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est que tu vas vouloir lotir ces biens-là maintenant, tu vas voir que le lotissement aura un souci parce que c'est rejeté juste parce que la zone est non construisable. C'est une réserve administrative. On a prévu des rues. Toi, on t'a vendu des rues. Il y a des gens, des fois, on les vend des rues de 14 mètres. 14 mètres. On leur dit que non, c'est le lot. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas enclavé. Non, en fait, ce n'est pas ici la rue. La rue, même là, c'est un lot aussi. On te vend à rue de 14 mètres. On dit que c'est quoi le numéro de lot? Tu ne le retrouves pas. C'est rue de 14 mètres, tu le retrouves là-bas. Non, c'est là où il y a rue de 14 mètres. Faites très attention. Faites très attention. Surtout quand la zone est non construisable, c'est une réserve administrative. Et quand ce ne sont pas des pros, il faut toujours chercher à travailler avec des agréés. À s'entourer. Parce que les agréés, quand ils font un travail, ils prennent en compte tout ce qui est réserve administrative, les rues, des enquêtes, tout ça, là, les enquêtes, ils font tout. Et à partir de là, quand tu sais que qui est-ce qui a travaillé ici, qui est-ce qui a départagé les choses, quand tu sais que ce sont des professionnels agréés, toi tu sais que voilà, au moins il y a eu un préalable, il y a eu toute une documentation. Des enquêtes qui ont été faites déjà. Voilà, donc tu n'as pas besoin même d'aller encore trop profond parce que tu sais qu'il y a les bases. Les bases solides qui sont là. Voilà. Et surtout, c'est très important de s'entourer alors des personnes professionnelles, de s'entourer des personnes de bonne foi. Pour t'accompagner. C'est ce qui est super important. En cinquième position, la complicité entre les faux agents et les chefs coutumiers. Ah oui, ça peut te faire rire, mais c'est quelque chose de très sérieux. Et il y a beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces pièges-là. Suis-moi très bien. Oui, il peut y avoir de la complicité entre des faux agents et des chefs coutumiers. Bien sûr, là, par contre, si tu es dans cette situation, tu ne sauras pas comment t'en sortir parce que tu vas te dire que oui, c'est un agent ou un agent commercial ou un agent immobilier qui t'amène sur un bien. N'oublie pas, lui, il est en train de rechercher sa commission. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton ami, non. Il est en train de rechercher juste sa commission sur la transaction là exactement. Et le chef coutumier, normalement, c'est lui qui doit être le garant et pour te rassurer que oui, cette zone, non, je connais la collectivité là, je connais ces gens-là. Ok, c'est eux qui veulent te vendre ça. Ok, comme je les connais et je sais que c'est comme ça, ils sont, ok, je peux être garant de la transaction là. Maintenant, il y a complicité entre les deux. Le faux agent te mène vers un chef coutumier et lui-même, il sait que ce qu'on est en train de te vendre là n'est pas dans les normes. Mais comme tu vas te dire que c'est un chef coutumier, non, lui, on dit que c'est... Non, c'est lui. Le grade ou bien peu importe la nomination de la personne chez qui on t'amène, ça ne t'empêche pas de faire tes vérifications. On peut t'amener n'importe où. Comme c'est toi qui sors de l'argent, c'est toi qui veux acheter le bien, il faut préalablement faire tes vérifications, tes enquêtes. Et si tes enquêtes ne correspondent pas, et selon tes critères, tes enquêtes ne sont pas bien ordonnées, et les enquêtes que tu as faites démontrent que le bien là n'est pas un bien qu'il faut acheter carrément, fuis. Ne l'achète pas. C'est ton argent, on le redit encore et encore. Ne l'achète pas parce que ça ne répond pas à tes critères. Peu importe chez qui on t'amène, chef coutumier ou quoi que ce soit, n'achète pas le bien. Vaut mieux avoir ton argent sur toi que de dépenser ton argent dans un bien que tu ne retrouveras plus et qui sera un bien à problème. Parce que n'oubliez pas, le premier objectif quand on achète un bien, c'est un investissement qu'on est en train de faire. Et donc, dans un investissement, il faut surtout privilégier le capital avec lequel tu es en train de faire l'investissement là. Et donc, ici, le capital, en gros, est investi en quoi? En ton terrain. Et donc, il faut privilégier tes critères et pouvoir faire le bon choix. Voici les 5 pièges que tu peux rencontrer lors de l'achat d'un bien immobilier et qu'on vient de te dévoiler dans cette vidéo. Et si tu trouves qu'il y en a d'autres, n'hésite pas à le mettre en commentaire et on se fera un grand plaisir de te lire. Voilà, tout est résumé, écris ça et surtout, n'oublie pas, ne mélange pas les émotions avec l'argent, surtout quand il s'agit d'immobilier. Et une fois que les critères seront remplis, les conditions seront remplies, tu pourras faire ton achat. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, c'est que tu es béni. Nous sommes tous bénis. C'était les frères Martins. Ciao belle! Peace out!